Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin l'historienne et enseignante Marie Pelletier qui publie un livre aux éditions Incultes, Obsession dans les coulisses du récit complotiste. Bonjour Marie Pelletier. Bonjour. Vous êtes où exactement ? Parce qu'on n'est pas dans le studio ensemble, vous êtes en ligne. Je suis à Bruxelles. Vous êtes à Bruxelles, vous enseignez là-bas ? J'enseigne à Bruxelles, oui, depuis 15 ans. Alors, dans votre ouvrage, page 26, vous écrivez, je vous cite, « Les réseaux sociaux sont à la fois le lieu de l'appartenance, le terrain de l'affrontement. Ils sont aussi devenus le moyen privilégié pour jeter le discrédit sur l'autre. » Et on le voit bien, j'espère que vous êtes toujours en ligne avec nous, avec ce conflit des Gilets jaunes, il se passe aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu la question ou... J'ai entendu la question. Il y a juste des petites interférences. J'entends. C'est de la désinformation, c'est du récit complotiste, certainement. Exactement. Donc vous parliez des réseaux sociaux et des gilets jaunes. On a l'impression qu'on cherche un responsable et un bouc émissaire au-delà des politiques. Que le débat est beaucoup plus manichéen. Qu'à chaque fois c'est et toi tu fais quoi pour les gilets jaunes, ou tiens un tel est une... On balance beaucoup plus, mais on n'a plus de dialectique ou de dialogue constructif. Est-ce que vous le ressentez, vous, en tant que scientifique ? Oui, le débat public est devenu extrêmement hostile et extrêmement binaire, extrêmement polarisé. En effet, on a l'impression qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur Twitter particulièrement, une espèce de mise en scène continuelle avec des camps préfabriqués, on pourrait dire, qui s'attachent généralement à attaquer le camp d'en face, ce qu'ils considèrent comme le camp d'en face. Et effectivement, ça se base beaucoup sur une logique de discrédit, c'est-à-dire sur une logique d'ultra-personnalisation. Plutôt que d'attaquer, de s'en prendre aux idées et de porter le débat d'idées, on préfère souvent essayer on fait un zoom et on attaque une personne en fait. Exactement, on est dans le focus individuel, tout à fait. Et là arrive aussi la désinformation, parce que le réseau social en soi, lors d'une manif, nous permet de voir les choses directement et de passer peut-être outre des médias. On va parler des médias dans un instant, mais il y a aussi de la désinformation. Par exemple, cette photo publiée il y a une semaine, on y voit une autoroute envahie par des centaines de gilets jaunes, mais en creusant, en fait, on s'est aperçu que la photo datait de 2014 et que la mobilisation n'avait absolument rien à voir. Sauf que on peut le démentir, mais le mal peut être fait. Tout à fait, et c'est évidemment un phénomène qui s'est produit bien en amont de ce mouvement. Ça fait des années qu'on assiste à ce genre de pratiques, c'est-à-dire des photos antidatées, des photos falsifiées, et d'ailleurs, ce sont des pratiques que tous les camps utilisent actuellement. Le problème étant que, malgré le fait qu'il y a pas mal d'initiatives pour le moment dans la presse de ce qu'on appelle de fact-checking, donc qui vise à démonter ces erreurs et ces faux montages, etc., c'est qu'effectivement, quand une mauvaise information ou une mauvaise photo a été répandue et que des gens y ont cru, c'est très difficile après de les faire revenir en arrière sur leur crédulité en quelque sorte. On joue sur les impressions en fait. Sur les impressions, sur les émotions et sur aussi ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, on aime bien être confirmés dans ce qu'on pense et dans ce qu'on croit. Et donc forcément, si on voit une information, une photographie qui a l'air d'illustrer ce qu'on pense déjà, on va avoir tendance à y adhérer. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on doit tous s'interroger. C'est un problème qui nous concerne tous. Personne ne peut considérer qu'il n'est pas touché par ce genre de problème. D'une façon ou d'une autre, cela pointe aussi la crédibilité du système démocratique. Est-ce qu'on a les réponses ? Est-ce qu'on a les moyens de répondre justement à un débat manichéen, à un débat tronqué aujourd'hui ? Vous pointez du doigt dans cet ouvrage justement le danger peut-être de notre système démocratique ? Pas le danger du système démocratique, mais... Oui, pas le rejet et peut-être les dangers que le système démocratique est en train de traverser et auxquels il doit faire face ? Oui, effectivement, on est dans un climat de défiance à l'égard de la démocratie qui est devenu vraiment, qui a atteint un degré de paroxysme, parce qu'il y a tout un discours anti-système, anti-média qui a gagné énormément de terrain depuis une quinzaine d'années. C'est une séquence qui a été progressive, avec une banalisation des idées d'extrême droite notamment. Je tiens à le dire parce que voilà, j'ai notamment appris hier soir qu'après moi, Europe 1 recevait Marine Le Pen, et en fait, j'étais extrêmement mal à l'aise par rapport à ça, parce que pour moi, c'est une illustration. Vous avez voulu annuler, aussi. en fait, c'est ça, vous avez appelé pour annuler. Mais pourquoi ? Tout à fait, parce
que pour moi, la démocratie, c'est aussi pouvoir mettre des lignes rouges, c'est aussi pouvoir dire non aux acteurs hostiles à la démocratie. Ici, moi, je parle de complotisme et de fake news. Le Front National est un des partis en France qui diffuse le plus ce type de propos, ce type de rhétorique. Et donc, il y a un climat assez relativiste actuellement, où on a l'impression qu'on met un peu sur un même pied d'égalité tous les types de discours, et ça engendre aussi de la confusion. Je sais qu'hier aussi, sur votre antenne, quelqu'un est venu défendre le régime Assad, par exemple, et dire qu'il fallait soutenir l'armée syrienne, qui est responsable de la mort de centaines de milliers de civils, et c'est très compliqué, parce que parler au milieu de tout ça, c'est quelque part parler au milieu d'une banalisation des discours de haine, et c'est en cela que le type de travail que je mène est devenu extrêmement ardu actuellement. J'entends le regard et la distance de la scientifique et aussi la subjectivité de la scientifique, mais nous, à contrario, nous devons donner la parole à tout le monde et à une élue de la République, à des millions de gens qui ont voté pour elle d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que si on arrive à diaboliser telle ou telle personnalité parce qu'on considère qu'elle n'est pas politiquement correcte et qu'elle ne représente pas les valeurs que peut-être nous voudrions à titre privé le faire, nous ne serions plus dans notre rôle aussi, Marie Pelletier. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où ça devient paradoxal, et c'est là aussi où les médias se retrouvent des cibles. Regardez la une du journal La Croix. Je ne suis pas certain que vous l'ayez vu déjà à Bruxelles ce matin, mais regardez quand les médias deviennent une cible. Il y a quelques jours, des journalistes ont été pris à partie, je crois à Toulouse, qui ont été chassés comme du gibier dans la rue, et certains élus ou certains responsables politiques riaient de ce fait. Est-ce que là, nous ne sommes pas aussi dans le paradoxe de la boîte de Pandore, où on cherche à tout prix un bouc émissaire, et le journaliste pourrait être ce bouc émissaire ? Bien sûr que le journaliste est devenu un bouc émissaire, et c'est notamment précisément le résultat de la banalisation des idées d'extrême droite depuis une quinzaine d'années, parce qu'il faut pas penser que cette rhétorique, elle vient de nulle part. Cette rhétorique, elle est ancienne, elle est liée à un mode de pensée, à un imaginaire ancien, qui est le mode de pensée anti-système et complotiste. C'est pour ça que je pense que on doit vraiment. C'est une interrogation que j'adresse à tous les journalistes et tous les médias, que à la fois, je pense que les journalistes aujourd'hui ont vraiment le droit d'être défendus, que leur profession doit être plus que jamais protégée. Et en même temps, je pense qu'on doit aussi oser dire aux journalistes qu'ils ont parfois à interroger certaines de leurs pratiques. Moi, je vous entends tout à fait quand vous dites on doit donner la parole à tout le monde, etc. C'est la pluralité des points de vue, et je comprends ce point de vue. Mais il y a aussi des positionnements parfois d'une nature éthique à poser. Vous disiez tout à l'heure que je parlais en tant que scientifique. Moi, je parle pas seulement en tant que scientifique. En tant que citoyenne aussi. En tant que citoyenne aussi. Et je l'assume totalement. J'ai un point de vue, j'ai une vision du monde que je défends. Respectable. Et je pense que oui, mais je pense qu'on l'a tous. Je pense que vous aussi, vous avez une vision du monde que vous défendez. Votre démarche est respectable. Ma vision du monde aussi, elle passe par l'éthique de mon métier, c'est-à-dire la polyphonie, justement pour mettre de côté le malentendu, le raccourci et le récit complotiste. Ça n'est jamais facile au quotidien, mais si on n'essaye pas, on reste dans notre coin avec nos croyances, chère Marie Pelletier, et on ne fait pas avancer le processus et la dialectique et le débat. Votre ouvrage est passionnant. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça s'appelle Obsession, dans les coulisses du récit complotiste. Alors, c'est peut-être au premier abord un peu un télo, mais au final, ça nous fait réfléchir. Et au lieu seulement d'agir dans le vide, peut-être qu'on pourrait aussi réfléchir un peu plus.